Bonjour et merci d'être venu à cette présentation des éléments de la conjoncture de la viticulture mondiale que je vais vous présenter. C'est traditionnel à cette date de faire cette présentation, c'est la date la plus proche de la fin, d'avoir la fin de la vendange à l'hémisphère nord. Et c'est de suite qu'on a les données les plus fiables. Alors c'est très bien calculé pour que ça soit bien, vraiment une nouvelle. 2018, vous verrez, on va voir 4 blocs d'information, le potentiel, les productions de vin, la consommation de vin et les échanges internationaux. Le potentiel, c'est-à-dire la superficie destinée à la culture de la vigne, tout produit confondu. Vigne qui peut être destinée à raisin de table, à raisin de cuve ou à d'autres productions comme celle de raisin sec. On a eu, dès le début du siècle, une descente, mais ici nous avons déjà un moment de stabilisation. Et les chiffres que nous avons de 2018 nous montrent qu'on est à un moment plutôt de stabilisation. La chute semble avoir terminé. Mais de toute façon, il y a encore depuis 2014, si on voit une série un peu longue, elle est peut-être attribuable surtout à la Turquie, aux États-Unis et au Portugal. Et on va voir ces données avec un peu plus de détails. La chiffre, c'est 7,4 millions d'hectares en 2018. La répartition du vignoble mondial se fait entre 5 États, qui sont l'Espagne, la Chine, la France, l'Italie et la Turquie. Plus de la moitié est seulement repartie entre 5 États. Ici, on voit comment cette répartition est faite entre tous les États membres. Entre tous les États, membres ou non. Les chiffres avec un astérisque sont les derniers chiffres disponibles. La Chine continue à augmenter la superficie de son vignoble. Elle rattrape, si le chef de file a été pendant pas mal d'années l'Espagne. La Chine a eu des fortes augmentations dans les dernières 10 ou 15 années. Ici, on voit tous ces produits, tous ces pays qui ont pas mal une contribution qui est importante. Et les variations qui se composent entre les descentes et les augmentations. On voit la Chine qui augmente de 2000 hectares, de 100 000 hectares. Et ici, l'Italie qui profite très bien de son 1% d'augmentation des autorisations, qui est une permission de l'Union européenne. Alors, sur une base de 700 000 hectares, c'est pas mal. Ça fait... Il tire le profit de presque la totalité du marge. La France, non. Le Mexique, c'est intéressant parce que même si c'est une très basse par rapport au total, l'augmentation est significative par rapport à sa surface qu'ils ont. Et les diminutions, par contre, ça il faut voir, les diminutions
c'est intéressant de voir le Chili, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Argentine sont plutôt avec une flexibilité de marché. S'il y a des descentes, c'est à cause que la rentabilité peut-être a descendu. Il y a des éléments de marché beaucoup plus flexibles que dans d'autres pays où il y a des régimes d'autorisation. Mais ici, il y a la descente du Portugal, qui est l'abandon volontaire des petites surfaces. Ça s'explique, je crois, que par ça. La Moldavie, qui est en train de subir une restructuration, une politique de restructuration assez intéressante. Pourtant, cette réduction de surface peut-être ne veut pas dire une réduction de production. Et les États-Unis, où on voit peut-être des substitutions par d'autres cultures. L'évolution, on passe maintenant à la production des vins. On ne parle pas ni de jus, ni de mou. On a ici l'historique. Et cette année 2018, on est là. C'est la plus grande production des dernières 15 années. Et on a eu une chute de production l'an dernier, en 2017. Alors, on voit ici que ça descend et ça augmente. Beaucoup plus que dans cette série, qui est beaucoup plus stable. Alors, je crois que c'est tôt encore pour dire que ce sont les effets des changements climatiques. Sans doute, il y a des éléments comme ça, mais qui étaient avant aussi, il y avait des sécheresses, des choses. Mais ici, on voit une descente 2017 importante et une augmentation très importante 2018. Alors, comme je vous ai dit, c'est la plus élevée des 15 dernières années. Il faut revenir à 2004, 2005. Le total, on calcule 292,3 millions d'hectolitres pour 2018, qui se repartit entre 8 pays. 3 d'entre eux, la moitié, ce sont des pays européens. Et le reste, un quart entre ces 5 pays. Les autres pays représentent un quart. Alors, c'est une donnée qu'il faut tenir en tête, la plus importante depuis 15 années. Ça aura sans doute un effet sur le marché. Ça, c'est la répartition par ces mêmes États membres. Comme je vous disais, l'Europe en sens large, c'est plus ou moins le 60% de la production. Le reste se répartit. Vous savez que le vignoble se répartit plus ou moins dans le parallèle 40, qui est au nord et au sud. Voilà ici la production des vins dans les principaux pays viticoles. Et l'évolution qu'ils ont eue par rapport à l'an dernier. Production de vin, je vous rappelle. En éliminant, disons, les productions de jus et de mou qui sont importantes, surtout dans des pays où on fait des régulations à partir avec de mou. Mais ce n'est pas ici, nous observons seulement ce moment. Au mois de juin-juillet, on aura des données très intéressantes aussi sur les autres productions. Voilà, ici l'Italie, la France et l'Espagne, qui eux-mêmes augmentent par rapport à l'an dernier. Les productions des autres par tous ceux qui sont plus de 1 million. Et ici, on voit les variations par rapport à l'an dernier en bleu foncé et ceux qui ont une diminution par rapport à l'an dernier, mais si on voit
les tendances des 5 dernières années, cette année 2018 a été une croissance. Alors c'est curieux, les deux pays lusophones ont le même schéma. Ici le Brésil et le Portugal. Ça n'a rien à voir, hein, ils sont très loin l'un de l'autre. Mais c'est curieux. Très intéressant de voir ça sur la Chine. Très intéressant. Est-ce qu'il y a un changement de tendance? Est-ce qu'il y a un changement de tendance en production et peut-être en superficie? C'est-à-dire ça continue, mais peut-être pas à la même vitesse. Hein? Alors, en Italie, et en France, en Espagne, production historiquement élevée, faible production en Chine, Grèce et Afrique du Sud aussi. Production élevée au Brésil, au Portugal et en Australie, mais en recul par rapport à 2017, ce que je vous explique. Consommation, on voit maintenant comment ça se voit. Hein? Chiffre très intéressant de voir que nous ne diminuons pas, nous n'augmentons pas non plus. Et ça, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention, et c'est pour ça qu'il y a des traits d'union ici, parce que c'est une estimation. Les chiffres de consommation sont très difficiles. Il faut les estimer, et après il faut les confirmer pendant 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe ici? On avait fait le même exercice. Ici, on est plus ou moins 10%. C'est dans un écart qu'on calcule cette estimation. Mais si on voit les 3 dernières années qu'on a fait le même exercice, les 3 dernières années, on était un peu avec cette inclinaison aussi, cette petite inclinaison. Et on voit cette augmentation. Depuis 2014, ce qui est important, c'est de voir la pente. 0,6% d'augmentation stable, constante. Ça, c'est important. C'est petit, mais c'est constant. Une progression constante dans la consommation mondiale. Induite, sans doute, les grands chiffres, on va les voir, c'est les États-Unis, en Chine. Et ce qui arrive dans les grands pays de production qui étaient en chute de consommation et qui marquaient ici des fortes chutes et avant les séries du siècle dernier étaient tout à fait dans une pente. Ces pays semblent se stabiliser. Ils semblent se stabiliser. On verra maintenant pays par pays. La répartition de la consommation du vin, si on analyse, comment est-ce que vous dites ici, le camembert, ce gâteau, 5 États se répartissent la moitié plus de la moitié, ou un peu moins de la moitié. Ici, il y a 2 pays non traditionnels comme les États-Unis et la Chine. 13 plus 7%, ça fait 20%. C'est-à-dire qu'on a une certaine diversification de la consommation. Si on ajoute ces pays, la Chine et les États-Unis aux autres pays, le schéma on peut avancer peut-être une certaine diversification de la consommation, une certaine universalisation de la consommation. On n'est pas encore là, il n'y a pas assez de chiffres pour dire ça, mais je crois que c'est la tendance. Les mêmes chiffres qu'on avait maintenant repartis par les différents États, par les différents pays. Les États-Unis sont les champions de la consommation. La France, l'Italie, l'Allemagne, la Chine. Le Royaume-Uni se situe ici, très important aussi. Et vous voyez.
l'augmentation moyenne de 1 million par an dans les États-Unis depuis 2010. Et en Europe, la consommation est dans les airs hausse en général. Et les principaux pays producteurs semblent être stables. Et la Chine enregistre un coup d'arrêt dans la progression de la consommation. La consommation apparente. La consommation apparente, c'est ce qui vient du bilan. Tous les chiffres de consommation sont de la consommation apparente. Ce n'est pas des chiffres qu'on trouve dans des panels de consommation. Ce sont des chiffres qui résultent du bilan. Les mêmes chiffres, mais vus d'une façon différente. Nous avons ici les mêmes chiffres qu'on avait dans l'autre. Mais si on compare, par exemple, ça c'est par habitant, des pays, non des pays qui ont le plus grand chiffre de consommation par habitant, non, parce qu'ici il y aurait d'autres pays, que peut-être par le cross-border shopping, que ce soit le Luxembourg, qui a une grosse chiffre de consommation par habitant au-delà de ça. Mais les pays qui sont ici, plus grands consommateurs, repartis par consommation par habitant. Intéressant de voir que le Portugal, la France, l'Italie continuent à être de très grands consommateurs par habitant, mais n'oublions pas que ça, ce sont une formule qui est consommation divisée par habitant fixe, population de plus de 15 ans. Et il n'y a pas de touristes. Alors, quelle partie d'ici elle est consommée par les touristes? Ça, il faut penser aussi. Ce sont des chiffres, consommation par habitant. C'est ce qu'on a. Mais faisons attention à prendre des conclusions sur ça parce qu'il faut moduler aussi l'effet tourisme. Alors, mais en même temps, si on regarde ça, les États-Unis, et on voit le poste qui occupe les États-Unis, ici, je ne sais pas, le 20e, c'est très bas. Alors, le potentiel d'augmentation de ça, il reste très haut le potentiel. Japon, même chose. Chine, même chose. Brésil. Alors, ce sont des pays où le potentiel de consommation, si on regarde ce chiffre par capita, il peut être très grand. Échanges internationaux, c'est un chiffre très exact. Je vous disais, prendre précaution sur les chiffres de consommation parce qu'il faut toujours prendre 2 ans d'analyse pour ratifier les chiffres, mais ici non. Ici c'est le jour et l'heure, on a les chiffres très bonnes et elles sont partout très bonnes. Les statistiques de l'export sont très fiables. Et là, on a une augmentation du volume de 0,4% et de la valeur de 1,2%. Pensez que ça, c'est les chiffres de 2018, mais sur la récolte de 2017. Parce que celle de 2018, on l'a, mais on ne l'a pas vendue. Alors 2018, ce sont des chiffres. Par rapport, vous vous rappelez qu'on avait des attendez, vous vous rappelez que voilà, ici. Ici, on est très bas. C'est ça ce qu'on regarde maintenant. Cette production, plus les stocks. Hein? Alors, c'est normal. On a une augmentation, pardonnez, on est ici. Pardonnez. C'est normal, on a une plus grande augmentation de prix que de volume. Parce qu'il y avait moins de vin.
comment on repartit ça en regardant le conditionnement de ces exports. Alors, naturellement, on peut regarder ici, mais voyons ce qui est vraiment stable, et il semble une chiffre très petite, mais très bonne. C'est le vin effervescent. Une croissance de 4% en valeur, stable. Et 6% en valeur. 4% en volume et 6% en valeur. Ça monte plus en valeur qu'en volume. Très intéressant. Pour tous les pays qui produisent des vins effervescents. Par contre, ici, il y a une petite chose qui est un peu préoccupante. C'est la déclin des vins embouteillés. L'augmentation des... Ici, il y a une discontinuité. Parce que cette année, l'année 2017, depuis l'année 2017, on a une séparation dans la nomenclature combinée des vins qui sont conditionnés entre 2 et 10 litres. C'est un conditionnement qui était dans le vrac et on a décidé de le séparer. L'Union douanière internationale a décidé de le séparer parce que on considère que c'est un vin conditionné. La plupart, c'est en bagging box. Il y a des 0 points, des vins en grande bouteille en format, mais ça, c'est très petit. Ce qui est indicatif, c'est le bagging box. Non? Et si on commence à voir, c'est une augmentation qui est très intéressante. 5% et en valeur 16%. Mais ça commence ici, la série va commencer ici. Et c'est une réduction du vin en vrac, parce qu'on le substrait. Hein? Mais c'est pour ça qu'il y a une discontinuité. Par contre, ici, il y a un déclin de vin en bouteille. Quelles sont ces explications? Il faut trouver plusieurs explications. Peut-être la substitution de cette petite augmentation, qui substitue aussi des vins en bouteille. Le vin en vrac, il est réaconditionné ici. Qu'est-ce qu'il est réexporté comme un vin? Il y a des chiffres là que nous devons rechercher. Il y a des explications qui sont plusieurs choses en même temps. Et aussi le bagging box. Le bagging box substitue les petits formats. Alors le volume, ça continue à être 53% en bouteille, le vrac 34%. Si vous regardez la valeur du vrac, elle est vraiment faible et les bouteilles occupent le 70%. Le bagging box, c'est aussi un produit à un prix accessible, du début de gamme. Et les effervescents réellement surprenants. La partie du gâteau qui est en valeur. Principaux exportateurs, naturellement ceux là où il y a plus de vin, c'est les pays grands producteurs sont normalement les grands exportateurs. Mais je vous rappelle, on regarde les chiffres de 2018 sur les productions de 2017, qui étaient basses, c'était une basse production. Et ici, il y a une réduction des exports par rapport à 2017, qui était celle de 2016. Et par contre, ici, il y a 2 pays, l'Australie, pas tellement le Chili, l'Argentine, qui, 6 mois de retard, profite aussi de ce déclin. Parce qu'en termes relatifs, ils sont plus compétitifs, ils ont une opportunité qui compense
un hémisphère compense à l'autre, en termes aussi d'exportation, non seulement de production. Ils avaient eu une bonne, je crois. Et ça, c'est la même répartition, mais la hausse de valeur exportée, surtout dans les principaux pays exportateurs européens, parce que le poids du vrac l'an dernier était très bas, le poids relatif du vrac était bas. C'est une question conjoncturelle. S'il y a une grosse récolte, il y a plus de mouvement de vrac. Et on a vu quelle est la représentation du vrac en termes de valeur par rapport à ce volume. Alors, on est là dans le sud. Les importateurs. Alors, question sur le Brexit, si vous voulez. Ça reste stable, plus ou moins, le Royaume-Uni, en termes de valeur et de volume. Il semble qu'il n'y a pas des effets importants, disons, en moins en termes de chiffres. L'Allemagne continue à être un grand importateur, la France aussi, surtout en vrac, mais aussi d'autres productions. Vous savez que la France est un grand importateur, par exemple, de vin de Porto. Enfin, il y a quand on rentre dans le détail, il faut connaître tout ça. La Chine, une petite diminution, ce qu'on avait dit, anticipé déjà. Autant en volume que petite diminution ici en valeur. Pour le reste, enfin, on voit les pays qui peuvent devenir importants. Légère augmentation en valeur ici, on dit plupart des pays importateurs à l'exception de la Chine. Mais une certaine stabilité dans le marché, une certaine stabilité qui est acquise depuis 15 ans. Taux international du marché, d'internationalisation du marché, ça c'est cette stabilité mais qui augmente. Ça c'est très intéressant. Quelle partie de la consommation traverse une frontière? Alors, presque la moitié des bouteilles traversent une frontière. 44%, c'est la part des échanges mondiaux dans la consommation mondiale du vin qui est internationalisée. Cela veut dire que c'est un marché très internationalisé. C'est important ça. C'est important parce que le rôle de l'OIV, il est là aussi, se justifie aussi comme un harmonisateur pour, disons, prévoir tout ce que sont les questions qui sont techniques liées au commerce. Et essayer d'éliminer les entraves, faciliter cette croissance, faciliter la croissance. Alors ça c'est un peu tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. 20 ans, le taux d'internationalisation a presque doublé, c'est une autre chiffre intéressante. Et là, je vais me permettre de vous demander beaucoup de précautions dans ces chiffres. Parce que ce sont des prévisions que nous avons faites avec des chiffres qui ne sont statistiquement pas très... Ce sont des prévisions, des estimations. Mais c'est le moment de les donner aussi. Mais il y a pas mal de pays de l'hémisphère sud qui sont encore en pleine tendance. Alors, faisons attention ici. Ce serait comme si on donnait ces chiffres au mois de septembre ici. Alors, il faut être attentif, de ne pas... Mais, de toute façon, on peut prendre déjà une certaine vision de ce qui va se passer. Nous avons plus de flèches rouges qui descendent que de flèches vertes. Surtout, bon, dans tous les cas,
presque ici. Ça, ce sont les pays les plus importants de production. Des chiffres de 15, 14, 9, 12 millions d'hectolitres. Alors là, il y a des... C'est encore des estimations. Hein. La Nouvelle-Zélande et l'Uruguay augmentent. La Nouvelle-Zélande, elle a une augmentation importante de 2,8. Et vous voyez, ce qui est important peut-être, même si on voit toute cette dominance du rouge, ce serait que par rapport, si on regardait peut-être 5 années, si on regardait 5 années, une série de 5 années, pas seulement 2017 versus 2018 versus 2017, si on regardait 5 années, peut-être que ce serait des flèches vertes. Parce que ça, c'est les tendances. Et même s'il y a des chutes de production cette année, des prévisions de chute, en général, ils ont eu de très bonnes... un parcours qui n'est pas négligeable en termes d'augmentation. Encadrons le sujet dans une mesure assez de précaution, disons. Non? Mais c'est vrai, ça c'est la réalité. Les pays, nous avons à voir une production dans l'hémisphère sud qui n'est pas tellement bonne comme dans l'année dernière. Et si on compare ça avec la prévision générale, ça se comporte. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Je vais faire encore une petite des conclusions. 7,4 millions d'hectares dans toute la surface mondiale. La taille du vignoble mondial est stable. 293 millions d'hectolitres de vin de production, qui est la plus élevée dans les 15 dernières années. La consommation mondiale est estimée à 246 millions d'hectolitres, qui est, disons, dans l'estimation que nous avons de augmentation de 0,6%, il y a peut-être là 1 million de moins que l'an dernier. Peut-être la Chine aura, comme je vous ai dit, peut-être la Chine aura un rôle de freinage petit. Hein. Les échanges mondiaux en certaines hausses, on ne peut pas être. Ce qui est en forte progression, ça et je vous ai dit surtout les vins mousseux. Et les premiers éléments de la récolte de 2019 nous montrent une baisse dans la plupart des pays de l'hémisphère sud. Le seul pays qui aurait une récolte à la hausse par rapport à l'année précédente, c'est Nouvelle-Zélande, mais avec des surfaces qui sont de 36 000 hectares. C'est une hausse relative pour eux importante dans le contexte mondial. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais vous répondre aux questions que vous me posez. Et si elles sont très difficiles, j'ai une merveilleuse unité de statistiques qui peut m'aider. Merci. Oui, question sur le surface aux États-Unis. Vous avez parlé de substitution de notre culture. C'est plutôt en Californie où il y a un problème d'eau. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Question sur la surface en Chine. Est-ce que là, il y a des contraintes environnementales qui arrêtent maintenant une grande extension de surface ou est-ce qu'il y a des autres facteurs? Je laisse la formation. Les États-Unis, je ne peux pas vous répondre, mais c'est dans le contexte des pays où il y a une flexibilité entre demande d'offre et arrachage ou plantation. Non? Et s'il y a d'autres plantations qui puissent être plus performantes et plus rentables, alors on les substitue. Et c'est par rapport, si on compare avec l'Europe, c'est une autre dynamique de plantation. Alors là, je ne peux pas vous dire par quelle plantation ont été substituées.
la deuxième question était sur Chine. la Chine. Oui. Dans la Chine, on n'a pas beaucoup de données. Puis, ce sont des surfaces, la plupart, vous savez, c'est presque 85% qui est destiné à des raisins de table et pas à des raisins de cuivre. Alors, il faut faire attention à la surface par rapport à chiffre de vin. Hein? Alors, là, on voit une tendance, mais faisons attention à analyser, à prendre des conclusions trop rapides sur la Chine. En tout cas, la seule chose que nous pouvons dire de la Chine, c'est que même si on continue à augmenter, la pente s'est désaccélérée. Hein? Je crois que c'est la seule conclusion que nous avons, aussitôt pour la surface que pour les chiffres d'import et de consommation. Voilà. L'administration Trump a menacé de taxer les vins européens à partir du 1er juin. Est-ce que vous avez déjà analysé les conséquences sur le commerce mondial du vin? Est-ce que c'est votre... Oui. Bon, naturellement, s'il y a des tarifs douaniers, on va avoir des conséquences qui sont négatives, non? Je ne peux pas dire de plus, mais c'est à cause d'autres problèmes. Je crois que c'est l'aluminium, non? Et C'est lié à Airbus, hein? C'est lié au dossier Airbus et de... Oui. Mais on va attendre et voir quelles sont les vraies menaces, parce qu'il y a normalement dans ce type de dossier, il y a des avancements, c'est-à-dire les menaces, ou les rétorsions se formulent avec beaucoup d'avancement, ou qu'elles aient un effet déjà sur les négociations. Non? Alors, il faut prendre un peu de... Ça ne va pas avoir des conséquences maintenant immédiates, j'imagine, que seulement pour peut-être on peut même avoir des conséquences, comme ça arrive parfois, d'accumulation de stock. Alors, parfois, les chiffres vont à l'envers de ce qu'on attend. D'autres, madame, s'il vous plaît. Comment on explique que l'Italie arrive à mieux utiliser ce 1%? Est-ce qu'ils ont moins de restrictions que nous au niveau des appellations? Et quelles sont les zones en fait concernées? Est-ce que c'est essentiellement la zone Prosecco ou c'est général? La deuxième partie. La deuxième partie, c'est, on a vu effectivement une montée de 0,9%. Est-ce que ça concerne spécifiquement par exemple la zone Prosecco ou c'est partie partout sur le territoire? L'Italie a un système de répartition différent que chaque pays dans l'Union européenne a un système qui est adopté. C'est une question interne européenne, je n'aimerais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est une question interne. Mais c'est vrai que chaque pays a des façons de demande, répartition et distribution qui suivent des règles différentes, et c'est dans l'esprit de la subsidiarité. Non? Il y a les critères de priorité, il y a des critères, tout ça c'est dans un règlement qui puis est appliqué d'une façon différente par chacun des États membres de l'Union. Et l'Italie a adopté un système, je ne sais pas si plus flexible ou non, mais qui est différent, qui au début a eu pas mal de problèmes et que maintenant ils ont géré, ils ont réglé
parce qu'ils avaient des demandes qui étaient beaucoup par-dessus de la possibilité de repartir. Le reste des pays de l'Union européenne a une autre formule de demande d'autorisation qui ne permet pas de faire une demande préalable tellement grande dans les différentes bases, dans les différentes phases. Et enfin, je crois que c'est une question interne. C'est intéressant de voir quelles sont les conséquences, oui. C'est intéressant de voir que la limite elle est à 1%, ce qui est très significatif dans les pays où il y a des grandes surfaces, parce que la base de calcul elle est grande. Alors, c'est intéressant de voir qui profite le plus du système d'augmentation des autorisations qui à la fin elle est très petit, parce que c'est à 1%. Oui, Madame Derrière. Oui, vous d'abord peut-être, bon, je n'ai pas très bien vous. Moi d'abord. C'est vous. D'accord, moi j'ai dit pour la Chine. Je voulais simplement savoir où la Chine avait acheté le plus de propriétés, si vous voulez, comme ils ont acheté dans le sud de la France, ils ont acheté beaucoup dans le Bordelais. Est-ce que, à travers le monde, est-ce qu'il y a des pays où ils sont très prépondérants? En Italie, ils n'ont pas acheté autant, j'ai l'impression, qu'ils ont acheté en France. Ils ont acheté dans des très bons vins. C'est tout à fait différent. Hein. D'après vous, où est-ce que la Chine est prépondérante à travers les 5 continents? C'est une question difficile. Ben, écoutez, ça c'est plutôt capital chinois, disons, non? Oui, oui. C'est pas tellement la Chine, non? Ce sont des propriétaires qui sont chinois et qu'on ne fait pas cette analyse. Financés par l'État. Financés ou poussés par l'État. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette... Et c'est vrai qu'il y a une... Enfin, la Chine, c'est une puissance mondiale importante du point de vue économique et il y a des investissements partout dans le monde, surtout en Afrique, surtout il y a des priorités d'investissement et c'est... Mais là, on parle du vin. Oui, je sais. Le vin, il est là, oui, non. Non, mais par rapport à ce que représentent les investissements de capital chinois, ben, c'est le vin, oui. Naturellement, les investisseurs cherchent là où puisse être plus profitable. Et c'est normalement s'il y a des investissements dans des endroits où le vin produit a des bons prix et d'une bonne rentabilité, c'est normal qu'il y ait des investissements de toutes sortes. Et en ce moment où il y a eu de l'argent, pendant les dernières années, ça a été surtout le procédant chinois. Moi, je ferai l'analyse à l'envers. Parce qu'il y avait de l'argent pour mettre dans quel... C'est un peu une question de source de capital. C'est que 2%, je crois, dans le Bordelais, c'est surtout très médiatisé. Oui. C'est les Anglais et les Américains l'ont fait avant. Je crois que ce sont les plus gros investisseurs sur les Belges dans le Bordelais. Okay. C'est Madame? une question de conjoncture un peu globale. Considérant les chiffres que vous nous avez présentés, c'est-à-dire une forte hausse de la production et plutôt un tassement de la consommation, si je comprends bien, est-ce que vous discernez un risque de baisse des prix, notamment pour les vins les plus bas de gamme pour l'an prochain? Il y aura naturellement un ajustement, surtout dans la partie plus conjoncturelle, qui est celle des vracs, qui elle s'ajuste tellement à production-offre que... Mais vous voyez, il y a un écart de 50 millions en général
plus ou moins. Hein. C'est un écart de 50 millions entre production et consommation qui est plus ou moins normal. Hein. Si on compte tous les usages industriels et le rapport de... Ce que nous n'avons pas tellement bien, ce sont les chiffres de stockage. Hein. Et ça, c'est très difficile à obtenir. Nous les avons dans certains pays très performants en termes de statistiques, mais pas dans tous les pays. Alors ça se module d'une partie par le stockage et d'autres, un écart de 50 millions d'hectolitres, ce n'est pas vraiment une question préoccupante, mais naturellement, il y aura des conséquences sur le... Puis il y a ces données de l'hémisphère sud qui ne sont pas tellement voyantes non plus. Alors, vous voyez, l'Europe c'est plus ou moins le 60%, l'autre partie c'est le 40%. Cette partie du 40% ne semble pas être tellement... Je crois qu'on va aller vers une situation qui n'est pas d'émergence, pas du tout. Une question sur les baisses de production prévues pour la Chili et l'Argentine. Vous avez mentionné la sécheresse en Australie. Quelles sont les raisons pour ces baisses prévues en Amérique du Sud? Moi, je n'ai pas de... Ce sont des estimations faites par des sources qui ne sont pas les... C'est des conditions météorologiques. Oui, et aussi, c'est une baisse par rapport à des très fortes productions. Donc voilà, ça reste quand même dans des niveaux, comme le dit le directeur, en moyenne. Oui. Donc là, on parle de quoi? Grêle, sécheresse En Afrique du Sud, c'est naturellement, ça continue la sécheresse. C'est un phénomène. Hein? Bon, vous savez que la question de la sécheresse à la zone du Cap, c'est terrible. Mais là, ça a été... Et ça continue. Mais c'est vrai que si on regarde la série un peu plus longue, ce n'est pas non plus une descente qui soit alarmante. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions... Pardon. Non, moi, je n'ai pas du tout entendu la question des vins bio par rapport sur le marché. Ça serait peut-être intéressant, effectivement, de faire au moins une section sur le bio. Quels sont les pays les plus en pointe? Est-ce que seulement c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Amérique, etc. Intéressant, effectivement. Il y a des effets intéressants, mais il y a également les bio. Tout d'abord, nous savons qu'il n'y a pas une catégorie de vin bio dans la nomenclature combinée du système douanier. Alors ça, il faudrait voir comment, si on voit un peu besoin, il faudrait voir comment classer. Les statistiques, les sources, on demande cette classification? Non. Non. On peut regarder mieux, et ça c'est vrai qu'on peut voir les surfaces destinées, la superficie. On aurait de façon plus facile la superficie destinée à vin cultivé en tant que bio. Ça, ce sont des chiffres qu'elles ne sont pas harmonisées dans tous les États membres, mais que le groupe d'experts de statistique va travailler pour harmoniser, disons, la façon où on communique les données sur les surfaces bio. Et après, voir les vins bio ou non bio, je ne sais pas. Parce que le système de certification n'est pas comparable.
prendre des chiffres comme ça, comparer des poires avec des pommes, ce n'est pas vraiment... Mais les superficies, c'est ça, intéressant. Oui, la superficie, on peut C'est un faire projet. depuis... C'est un projet. Ça sera. Oui. Mais vous savez, avoir tous les chiffres de tout le monde, et c'est notre travail. C'est pour ça qu'on est là à la source. Mais il faut très bien travailler pour que tout le monde dise la même chose dans un même langage statistique. Hein? Et ça, c'est très important. Bio, c'est très bien, mais c'est quelque chose que le consommateur voit, et après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce sont des choses parfois qui ne sont pas exactes, les mêmes. Ce n'est pas le même vin bio des États-Unis qu'un vin bio en Europe, par exemple. Pas les mêmes règles. Dans le texte, vous mentionnez une petite baisse de consommation en Chine et au Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'éléments pour expliquer ça? Chine et Royaume-Uni. Dans le texte, il y a mentionné. il n'y a pas de descente de consommation Au fait, au Royaume-Uni. Si, c'est marqué là-dessus. oui, au fait, comme on l'a dit, c'est des consommations faites par bilan. Donc, une production peut-être très faible comme celle-là du 2018 et une baisse des importations a un effet sur le niveau de production. La limite de cette approche, c'est qu'on n'a pas d'informations sur les stocks. Donc, voilà, c'est une citation comme a été dit, faite par bilan. Donc, c'est pour ça que les chiffres de la consommation, il faut les... En fait, c'est le solde. C'est le solde qu'on a de production, import, export, destination. Eh bien, si vous n'avez pas, je vous invite à prendre un verre. Je ne sais pas de quel côté, je crois que c'est derrière, il y a une salle, et on peut parler de produits et pas seulement de chiffres. Merci de votre attention.